et Rost. Toute personne admirée pour son courage, sa noblesse ou ses exploits, en particulier à la guerre. Toute personne admirée pour ses qualités ou ses réalisations est considérée comme un idéal ou un modèle. Ils sont à la hauteur de la situation. Ils relèvent le défi. Ils nous inspirent. Ce sont des héros. Joe M. Jackson, né en 1923 à Newnan, Géorgie. Monsieur Jackson est entré dans l'armée en 1941 et est devenu pilote. Il a servi durant la Seconde Guerre mondiale en Corée et au Vietnam, puis a pris sa retraite comme colonel de l'US Air Force. Il vit près de Seattle, dans l'État de Washington. Joe Jackson a reçu la médaille d'honneur du Congrès des mains du président Lyndon Johnson pour ses actions au Vietnam en tant que pilote d'un avion de transport C-123 le 12 mai 1968. À cette date, le colonel Jackson s'est porté volontaire pour tenter de secourir une équipe de 3 contrôleurs de combat de l'US Air Force depuis le camp des forces spéciales à Kamduk. Les forces hostiles avaient envahi le poste avancé de Ford et établi des positions de tir sur la piste d'atterrissage. Nous pouvions entendre les tirs venant de la jungle, des tirs d'armes automatiques et des tirs de fusils. Là où nous étions, dans les airs, en approche finale, nous pouvions aussi entendre les tirs d'armes automatiques pendant que nous étions au sol, ainsi que les tirs de fusils. Le camp était englouti par les flammes. Les dépôts de munitions explosaient en continu et jonchaient à la piste de débris. 8 avions avaient été détruits par l'intense feu ennemi et un avion sur la piste réduisait leur longueur utilisable à seulement 670 mètres. Je pense que je ne pense pas que nous soyons restés au sol plus d'1 minute, juste le temps de toucher la piste. Nous avons freiné brutalement, en freinant aussi fort que possible, puis nous avons attendu quelques secondes, et je ne saurais dire combien de temps. Jusqu'à ce que les 3 gars montent à bord, que nous roulions autour de la roquette, mettions les gaz et décollions. Ça n'a pas pris trop de temps pour décoller, peut-être 15 secondes, donc je pense qu'on est resté au sol moins d'1 minute. Cette photographie, la seule fois où une action menant à la médaille d'honneur a été capturée sur film, montre le C-123 du colonel Jackson sur la piste d'atterrissage à Kamduk, 30 secondes après l'atterrissage, et juste avant que les 3 hommes qu'il a sauvés ne montent à bord de l'avion. 30 secondes plus tard, Jackson a piloté l'avion hors de danger. L'héroïsme remarquable du colonel Jackson, sa profonde préoccupation pour ses compagnons et son intrépidité au péril de sa vie, au-delà du devoir, sont conformes aux plus hautes traditions de l'US Air Force et lui font grand honneur, ainsi qu'aux forces armées de son pays. Si j'essayais de vous expliquer les sentiments et les émotions et tout cela, vous ne comprendriez jamais. À moins que vous n'ayez été là, et si vous aviez été là, je n'aurais pas besoin de vous l'expliquer. Vous sauriez. À bien des égards, je dirais que je préférerais revivre tout ça plutôt que d'aller à la Maison Blanche pour recevoir la médaille. Je suis très fier à ce moment-là, mais je ressens une responsabilité envers les milliers d'autres personnes qui ont accompli des choses au combat et qui n'ont jamais été reconnues pour cela. Nous étions 2 ce jour-là, venant de la même ville, la ville de Newnan, en Géorgie. Le major Stephen Pless, un officier des Marines, et moi-même. Si je peux me permettre, j'aimerais avoir une photo avec Monsieur Pless et Monsieur Jackson. Je doute qu'il y ait beaucoup de villes de moins de 5000 habitants qui aient produit 2 récipiendaires de la médaille d'honneur le même jour. Et j'aimerais garder cette photo parmi mes souvenirs parce qu'il se trouve que l'un d'eux est à bord d'un C-123 où j'ai un gendre qui est chef de soute et l'autre est un marine que nous avons aussi représenté là-bas. Et je veux envoyer l'autre au secrétaire d'État russe parce qu'il vient de Géorgie. Et bien avant l'aube ce matin, j'ai reçu un appel m'informant que nous avancions vers un accord avec des discussions de fond dans les négociations de Paris, ce qui indiquerait que nous nous rapprochons de la paix. Et si c'est le cas, et nous prions pour que ce soit le cas, ce sera grâce à des hommes comme votre grand commandant, le général Westmoreland, et des hommes comme vous qui...
votre vie pour essayer d'apporter la paix au monde entier. Cette paix et la fin de la guerre au Vietnam échapperaient à Lyndon Baines Johnson. Cette cérémonie a eu lieu le 16 janvier 1969. 4 jours plus tard, M. Johnson quitterait la Maison-Blanche et la présidence, tandis que la guerre continuait. Joe Jackson repense à cette période du conflit vietnamien avec des sentiments mitigés, mais avec un très fort sens du devoir. Personne de ceux que je connais ne se porte jamais volontaire pour partir à la guerre. Mais là-bas, voler était agréable, et la mission était de bonne. Avec le recul, je ne pense pas que cette guerre aurait jamais dû avoir lieu. Mais en tant que militaire, vous savez, ce n'est pas à moi de dire si cela aurait dû arriver ou non. S'ils me disent d'y aller, c'est à moi d'y aller. Heroes revient dans un instant. Heroes. Le lieutenant-colonel Jackson a piloté ce C-123 pendant son service au Vietnam. Le pilote chevronné appréciait cette mission. Oh, le vieil avion c'était très amusant à piloter, mais c'était un avion difficile à piloter. Les commandes étaient lourdes, et cela demandait beaucoup d'efforts. Un avion bruyant, le plus bruyant du monde entier. Au départ, l'avion était vraiment un planeur. Il était censé débarquer du matériel lourd lors de l'invasion de l'Europe. Mais il n'en avait pas un nombre suffisant, ni assez tôt pour les mettre en service. Donc, une fois la guerre terminée, ils avaient toutes ces cellules d'avions sans moteur, sans rien à en faire. Alors ils se sont dit, eh bien faisons-en un avion de transport et appelons-le C-123. Ça vous donne une certaine satisfaction de pouvoir transporter du fret vers ces avant-postes et de voir les jeunes, les soldats, sortir et être contents de vous voir. Et qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui ? L'un des avant-postes où le C-123 s'est rendu était un endroit appelé Cam Duc, situé le long de la frontière du Sud-Vietnam avec le Laos. C'était un lieu stratégique pour intercepter les Nord-Vietnamiens descendant vers le sud via le Laos. En 1970, les forces américaines ont repris la base de Cam Duc. Les avions détruits étaient toujours là, laissés depuis cette bataille féroce en 1968, lorsque les Nord-Vietnamiens ont submergé le poste avancé et l'ont capturé aux Américains le 12 mai 1968. Le 12 mai, je devais passer un contrôle en vol. Tous les 6 mois, les membres d'équipage aérien passent un contrôle de compétences pour vérifier s'ils peuvent encore piloter les avions suffisamment bien pour être appelés pilotes. Donc ce jour-là, je devais passer un contrôle en vol. Et le pilote vérificateur était le commandant Campbell, Jesse Campbell. Nous avons décollé le matin. Nous avions un itinéraire prévu le long de la côte transportant des personnes et du fret. Eh bien, tout se passait normalement, vous savez, jusqu'à environ 1 heure ou peu après 1 heure. Quand nous étions sur une base appelée Shulai, c'était une base des Marines. Nous avons reçu l'ordre, par la cellule de contrôle du pont aérien, de retourner immédiatement à Da Nang pour une mission spéciale de haute priorité. Cette mission consistait à aider à l'évacuation des soldats et des civils de Cam Duc, alors que les Nord-Vietnamiens attaquaient la base et que tout partait en vrille, comme le montrent ces photos prises pendant l'attaque. 3 heures après avoir reçu sa mission, Jackson faisait déjà tourner son C-123 à 9000 pieds au-dessus de Cam Duc. Quelqu'un a signalé par radio qu'il avait récupéré les derniers survivants. Et peu de temps après, un autre avion a signalé par radio « Non, il venait juste de déposer une équipe de contrôle de combat pour gérer le reste de l'évacuation. » Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ces 3 personnes étaient les seules forces amies au sol. Et la base avait été complètement envahie par les Nord-Vietnamiens. Ils avaient installé des positions de tir le long de la piste. Ils contrôlaient totalement toutes les casernes, les bâtiments et les bunkers dans tout le camp. Alors j'ai vu l'avion devant moi. Il a atterri, a roulé sur la piste, il n'a pas vu les 3 gars. Cependant, eux l'avaient vu. Ils ont quitté le bunker où ils étaient beaux retranchés et se sont dirigés vers la piste. About
Au moment où ils approchèrent de la piste, il avait remis les gaz et venait tout juste de redécoller quand il a vu les 3 hommes. Et il a signalé qu'il les avait vus et a donné leur position, mais il était là depuis bien plus longtemps que moi. À court de carburant, il devait retourner à Tonsonut. Et donc le poste de commandement aéroporté a lancé un appel radio pour savoir s'il y avait quelqu'un dans les environs qui tenterait de le récupérer. Nous étions juste là, juste au-dessus de l'aérodrome. Nous avions vu ce qui se passait. Nous savions d'après sa description à peu près où se trouvait le gars, donc c'était tout à fait logique. Et le major Campbell, qui était copilote parce que le contrôle de vol avait été terminé, a appelé et a dit « Reçu, on y va ». Bien qu'il soit pleinement conscient du danger extrême et de la probabilité d'échec d'une telle tentative, le colonel Jackson a choisi d'atterrir son appareil et de tenter le sauvetage. J'ai demandé « Je veux la checklist d'atterrissage et je veux la checklist d'atterrissage d'assaut en même temps ». À ce moment-là, j'ai ramené les manettes des gaz complètement en arrière jusqu'à la butée et j'ai poussé les commandes d'hélice complètement vers l'avant. Ramener la manette des gaz a coupé toute la puissance des moteurs. Pousser le pas des hélices vers l'avant les a rendues plates face au flux d'air, augmentant ainsi la traînée au maximum. J'avais besoin de cette traînée à ce moment-là. J'ai demandé la sortie du train d'atterrissage pour l'augmenter. J'ai demandé les volets d'assaut, qui descendent beaucoup plus que la normale, et cela augmente encore plus la traînée. Ensuite, avec toute cette traînée supplémentaire, je pouvais faire pivoter l'avion à un angle vraiment très prononcé. Et je me souviens avoir pensé, d'accord, ma vitesse de relevage des volets, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les volets commencent à remonter à cause de la pression du vent, était de 135 nœuds. Je n'arrêtais pas de me dire, je ne peux pas dépasser 135 nœuds. En même temps, je tourne l'avion et il descend tellement à pic que je ne vois rien d'autre que la jungle à travers le pare-brise. Et j'ai levé les yeux et il y a quelques fenêtres au-dessus de la tête du pilote. Et je me souviens avoir regardé par ces fenêtres pour juger mon approche. Faisant preuve d'un pilotage exceptionnel et d'un héroïsme extraordinaire, il a posé son avion près de l'endroit où l'équipe de contrôle de combat aurait été cachée. J'approchais du sud-ouest vers l'extrémité de la piste qui s'est montrée là, et en fait je me suis arrêté à moins d'un quart de mile de la fin de la piste. J'ai touché le sol à cet endroit clair, et je me suis arrêté net à la position où vous voyez l'avion en ce moment. Juste un peu de ce côté de l'avion, il y a les restes d'un hélicoptère qui avait été abattu plus tôt dans la journée. La petite tache claire sur le côté gauche est un O2 qui avait été abattu plus tôt dans la journée. Il était piloté par le contrôleur aérien avancé de cette zone. Juste de ce côté de l'O2, il y a un C-130 qui avait été tellement touché lors de l'approche finale que les 4 moteurs ont dû être coupés parce qu'ils étaient devenus incontrôlables. Le système hydraulique de l'avion avait été mis hors service. Le train d'atterrissage était sorti. Cependant, le pilote n'avait aucun contrôle sur l'avion puisqu'il n'y avait plus de système hydraulique. Il a quitté la piste, est tombé dans un fossé et l'avion a été détruit. Sur le côté droit de la piste, à peu près à la hauteur de cet avion, O2, se trouvent les restes d'un hélicoptère qui avait également été abattu plus tôt dans la journée. Et vous pouvez voir les taches blanches sur la piste, c'est le résultat des tirs de mortier et d'artillerie qui ont touché la piste. Les bâtiments des 2 côtés de la piste, à droite comme à gauche, étaient en feu. Beaucoup d'entre eux étaient en flammes. À gauche de la piste se trouve un dépôt de munitions. Ce sont des éclairs provoqués par des munitions qui explosent ou sont en train d'exploser à cause de la chaleur dans le dépôt de munitions. L'aérodrome était vraiment en ruine. Alors qu'il était au sol, son avion a été la cible de tirs ennemis intenses. Nous pouvions entendre les tirs d'armes automatiques, de mitrailleuses lourdes et de fusils. Et il y en avait beaucoup. Une position de mitrailleuse avait été installée sous l'aile de ce C-130 ici. De plus, une position d'armes automatiques avait été installée dans ce tas de caisses et de boîtes là-bas par les Nord-Vietnamiens et ils tiraient sur notre avion.
depuis cette position. La piste était complètement entourée de gens qui nous tiraient dessus. Tout se passait en même temps. Beaucoup de gens disent que tout va très vite, mais en réalité ce n'est pas si rapide. On a l'impression que tout se passe au ralenti. Je ne sais pas si c'est nous qui sommes accélérés ou si tout le reste a ralenti, mais on dirait que tout bouge au ralenti. Si vous regardez de plus près devant mon avion, vous pouvez voir 2 silhouettes d'hommes qui courent vers l'avion pour monter à bord. J'ai souvent dit que le 3e courait tellement vite que l'obturateur n'a pas réussi à le saisir. Et je me souviens avoir dit à Jesse Campbell, « Jesse, j'aimerais qu'ils ne courent pas directement vers l'avion, parce que je peux le faire tourner plus vite qu'ils ne peuvent courir. » Eh bien, quand j'ai bien vu comment ils couraient, j'ai compris que j'avais tort, qu'ils pouvaient les courir bien plus vite que je ne pouvais tourner. Alors ils ont contourné. Ils ont dû faire le tour de l'avion et entrer par la porte arrière parce qu'on ne peut pas entrer par les portes latérales quand les moteurs tournent. C'est beaucoup trop dangereux. Alors ils se sont jetés à plat ventre sur le plancher de l'avion. Je regardais en arrière pour voir où ils en étaient. Pour monter à bord de l'avion quand Jesse Campbell a crié « Hé, regarde ça !» ou quelque chose comme ça. Et de toute façon, une roquette avait été tirée directement vers l'avion, avait glissé sur la piste, s'était brisée en 2 et s'était arrêtée à environ 8 mètres devant l'avion. Heureusement, elle n'a pas explosé. Une fois l'équipe de contrôle de combat à bord, le colonel Jackson a réussi à décoller malgré des tirs ennemis tirés en travers de la piste d'atterrissage. Devant son avion. Il arrive un moment, je pense, dans des situations comme celle-là où l'on semble ne plus avoir peur. Maintenant, ne vous méprenez pas. C'est une situation très effrayante. Mais à un certain moment, il semble que vous preniez le contrôle de votre peur, et cela ne semble plus vous déranger. Peur, absolument. Mort de peur, je suppose. Mais je ne pense pas que c'était ça qui me contrôlait à ce moment-là. Et quand j'ai regardé et que j'ai vu la roquette, je me souviens avoir pensé « Eh bien, Dieu merci, elle n'a pas explosé. » Et puis j'ai continué à vaquer à mes occupations. Son avion est resté au sol pendant à peine 1 minute. Et alors que le C-123 de Jackson tournait et roulait sur la piste, l'endroit où l'avion se trouvait quelques secondes plus tôt a explosé sous une pluie de roquettes et d'obus de mortier. À ce moment, le colonel Jackson était déjà en vol avec tout le monde sain et sauf à bord. Le C-123 a survécu à la mission d'1 minute, sans qu'aucun tir ennemi ne touche l'avion. Un immense sentiment de soulagement. Juste un grand soupir et en quelque sorte complètement épuisé. Comme si tu avais travaillé dur toute la journée. Bien sûr, nous avions déjà volé pendant presque 10 heures ce jour-là, mais c'était juste un effondrement total. Juste épuisé. Et aussi un sentiment de gratitude. Les héros reviendront dans un instant. Retour aux héros. Devenir pilote était un objectif auquel Joe Jackson aspirait depuis l'âge de 5 ans. Je marchais sur la route avec mon père et un de mes frères, et un avion est passé au-dessus de nous. Et je me souviens lui avoir dit que, quand je serai grand, je travaillerai sur les avions. Et c'est vraiment la première chose dont je me souviens dans ma vie. Et l'aviation en fait partie depuis ce jour-là. Jackson vit désormais près de Seattle, dans l'État de Washington, avec sa femme Rose. Il a 2 enfants adultes. Le pilote garde encore des souvenirs très vifs de ses vols. Apprendre à piloter pendant la Seconde Guerre mondiale, effectuer 107 missions de combat pendant la guerre de Corée, piloter un avion de reconnaissance U-2 à la fin des années 50 et le temps passé au Vietnam. Surtout ce jour où il a piloté son C-123 jusqu'à Camp Duck, pour lequel il a reçu la Medal of Honor. Jackson se souvient qu'un des 3 hommes qu'il a sauvés est venu lui parler. L'un d'eux est venu jusqu'au cockpit et a dit quelque chose comme
que c'était vraiment héroïque de notre part de descendre et de venir le récupérer. Mais vous savez, juste le sentiment de l'avoir fait, de les avoir sortis de là, on n'avait pas besoin de mots pour dire merci. Vous savez, on pouvait le ressentir nous-mêmes, que nous avions fait quelque chose d'assez spécial, et l'avoir fait était vraiment une récompense en soi. Héros. Une personne admirée pour son courage, sa noblesse ou ses exploits, surtout en temps de guerre. Une personne admirée pour ses qualités ou ses réalisations est considérée comme un idéal ou un modèle. Il a su se montrer à la hauteur. Il a relevé le défi. Il nous a inspirés. C'est un héros. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez nous aider à produire plus de contenu historique passionnant comme celui-ci, merci de mettre un j'aime, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.